Mesdames et Messieurs, Madame la Directrice, chère Patricia, je n'étais pas là ce matin, ni au début de l'après-midi, parce que je rentre d'un voyage à l'étranger, mais si j'ai tenu à dire quelques mots, aussi brefs que possible, en plus compte tenu du retard pris dans la journée, c'est parce que je crois que nous avons, et je vais m'en expliquer tout à l'heure, au-delà de ce projet de la réforme de l'ordonnance de 1945, dont il est question dans cette journée, bien d'autres questions qui assaillent notre société autour, bien entendu, de la situation des enfants et des adolescents et qui relèvent en grande partie du défenseur des enfants, qui est le défenseur des droits, ou du défenseur des droits, qui est le défenseur des enfants, selon notre Constitution. Geneviève Avenard, qui est justement mon adjointe défenseur des enfants, m'a dit que la garde des Sceaux avait prononcé un grand discours ce matin, digne de l'anniversaire de Christiane Taubira. Alors, ce que je veux faire simplement, d'abord, c'est avec un peu de retard, je voudrais lui souhaiter un heureux anniversaire et m'associer à vous, comme vous l'avez fait ce matin. Mais en revanche, je ne me risquerai pas à la concurrencer sur le terrain de l'éloquence. Je ne dirai que quelques mots, d'abord, de la réforme de l'ordonnance de 1945. Du point de vue des droits fondamentaux, c'est clair, et nous l'avons dit notamment lorsque nous avons participé à la concertation lancée par Christiane Taubira et Catherine Sultan et son cabinet, nous avons très clairement dit que du point de vue des droits fondamentaux, l'avant-projet actuellement soumis à la concertation nous paraît opportun et conforme. Conforme en particulier, naturellement, à la décision fondatrice du Conseil constitutionnel d'août 2002. Mais ce que nous avons remarqué de particulièrement positif dans l'avant-projet, c'est d'abord l'idée de constituer un code spécial, c'est-à-dire qu'il ne puisse pas y avoir de contamination du Code pénal général vers la loi qui concerne les enfants et les adolescents. Positif aussi, naturellement, la suppression du tribunal correctionnel des mineurs, la généralisation de la césure, déjà employée assez souvent, mais qui serait maintenant le principe. Bien entendu, le dossier unique. Et sur ce sujet, je veux juste simplement dire ma réflexion sur la question du cumul que nos juges, aujourd'hui, assurent entre instruction et jugement. Et naturellement, de la discussion de la décision de la CEDH, de celle du Conseil constitutionnel en 2011, du texte dont il a été parlé tout à l'heure, qui a été pris dans la précipitation pour tenir compte de cette décision. Je pense que le texte actuel, dans la mesure où l'instruction, la mise en examen est supprimée, est susceptible d'être considéré comme conforme à la décision de la CEDH de 2010 et à celle du Conseil constitutionnel de 2011. Et puis, est aussi positif pour nous le fait qu'on ne retienne pas dans ce projet un seuil d'âge arithmétique, mais qu'on continue, selon la tradition française, à s'en tenir à l'âge du discernement de l'enfant. Et pourtant, et j'y viens, ceci n'est pas conforme aux exigences de la Convention internationale des droits de l'enfant que nous sommes chargés, nous, le défenseur de l'enfant, de faire respecter. Mais c'est parce que, tout simplement, la position qui a été prise et que nous soutenons nous paraît plus conforme à la fois à ce qui a été dit il y a un instant de la responsabilité de l'enfant et de la défense et de la mise en œuvre de ses droits. En effet, si on passe, aujourd'hui, on considère que l'âge de raison, c'est discernement, etc., c'est 7 ans. Bon, disons.
Et à partir de là, on peut mettre en cause, d'une certaine manière, une responsabilité, entre guillemets, pénale de l'enfant. Et le juge peut le faire. Si on passe à un seuil de 10 ou 12 ans, comme certains rapports l'ont proposé il y a quelques années, ça veut dire qu'entre 7 et 10 ou 12 ans, cet enfant va se trouver donc, puisqu'on l'aura décidé ainsi, en dessous de 10 ou 12 ans, irresponsable en quelque sorte. Mais ça veut dire aussi que, contrairement aux dispositions de la Convention, on ne tiendra pas compte de sa parole, de sa liberté d'allure, ou de propos, ou de comportement. C'est-à-dire qu'en fait, on perdra, à mon avis, des deux côtés. D'une part, on ne respectera pas les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la CIDE, et à cet âge-là, comme aux autres naturellement, et d'autre part, on perdra d'une certaine façon en responsabilité. Or, respecter les droits fondamentaux ne veut pas dire exonérer l'enfant ou l'adolescent de responsabilité naturellement, bien au contraire. Et je crois donc que de ce point de vue aussi, notre solution française de l'âge du discernement me paraît supérieure à l'âge du seuil, à la solution du seuil arithmétique. Bien sûr, puisque j'en suis sur les points un peu négatifs, nous considérons comme des insuffisances, et j'emploie là, comme Renate Werner tout à l'heure, une litote, la présentation directe, l'audition libre, le maintien de la retenue, le maintien de la réclusion à perpétuité. Tout à l'heure, on le disait, nous sommes un des rares pays à continuer à l'avoir inscrite dans nos lois pour les enfants. Et puis, naturellement, plus généralement, le manque de réponses éducatives. L'initiateur, en 1996, des unités en encadrement éducatif renforcé est mieux placé que personne pour en parler, et aussi pour partager le sentiment qui était celui de Denis Salas il y a un instant, sur la contrainte et ce qu'elle veut dire, et ce à quoi elle peut servir dans le processus de la justice pénale des mineurs. Et au total, ce qui me paraît aujourd'hui nécessaire, c'est que nous repensions à ce que nous demande la Convention internationale, ce que nous demande le Comité des enfants des Nations Unies, c'est, comme il le disait dans son rapport de 2009, et cette année, nous allons avoir, pour être présentés au début de 2016 à Genève, à faire un nouveau rapport sur la mise en œuvre de la CIDE. Quand je dis « nous », ça veut dire nous, le défenseur des enfants, et je pense qu'il sera prêt, notre propre rapport, dès la fin du mois de février ou le début du mois de mars, mais le gouvernement français va avoir un rapport à faire pour non pas répondre au rapport de 2009, beaucoup de temps est passé, mais pour faire le point aujourd'hui, en 2015, des ONG vont faire aussi des rapports complémentaires. L'UNICEF est en train, par exemple, de déposer et de publier le sien. C'est un moment extrêmement important et qui n'est pas seulement un moment verbal et diplomatique, je le crois. Il faut que chacun en soit bien persuadé. En tout cas, le défenseur des droits le rappellera chaque fois que c'est nécessaire. Et ce que demandait le rapport des Nations Unies de 2009, c'est une stratégie nationale de l'enfance et de la jeunesse. Et il se plaignait qu'il n'en voyait pas, en quelque sorte, en France. Et c'est pour ça que je voudrais consacrer la deuxième partie de mes observations à ce projet, cette affaire de justice dont nous parlons aujourd'hui. Naturellement, elle s'inscrit dans des questions de société qui sont plus nombreuses et plus vastes. Je l'ai toujours dit quand j'étais gardeur des Sceaux, je continue à le dire 20 ans après, vouloir charger la justice de tout ce que la société n'est pas capable de faire par ailleurs, c'est assurer et l'échec de la société et l'échec de la justice. Et c'est en particulier, naturellement, plus spécialement le cas quand il s'agit
de la justice pénale des mineurs. Et donc, je voudrais élargir mon propos, d'abord en disant que c'est vrai que dans la réforme elle-même, dans cette 37e réforme de l'ordonnance, finalement, on ne choisit pas entre les deux modèles parfaits, le modèle thérapeutique de la défense sociale nouvelle et le modèle utilitariste, qui finalement, contrairement à ce qu'on croyait à partir des années 90, n'a pas, celui de l'enfant rationnel, n'a pas triomphé. Cette réforme s'inspire d'une philosophie maintenue par rapport à celle de 1945, mais elle y intègre bien des sédiments de l'histoire. Et il y en a un dont je veux parler parce qu'on ne peut pas seulement le traiter avec le respect qu'on doit aux vieilles choses et aux choses de l'histoire. Et Dieu sait si je suis un adepte de la profondeur historique pour évaluer les situations contemporaines et leur trouver des situations. Ce que je veux dire, c'est qu'un des points essentiels dans la philosophie de l'ordonnance de 45 et dans la procédure qui en est issue, c'est de tenir compte de l'environnement de la personnalité du mineur, de l'environnement au sens le plus général de ce mot, de l'environnement de l'enfant. Alors en 1945, c'était chien perdu sans collier, c'était des gosses errants dans leur quartier, dans leur ville, c'était des familles en désespérance, dans de petites villes misérables, en reconstruction. L'environnement aujourd'hui, en 2015, 70 ans après, il est, lui, marqué par une fantastique complexité et une fantastique étendue. L'environnement de l'enfant aujourd'hui, c'est le monde, et il est assailli d'un ensemble d'informations qu'on lui envoie, qu'il va chercher, qu'il échange, et qui font que son environnement est naturellement quelque chose de complètement différent et de plus troublant encore que ce qu'on pouvait envisager aux origines de la justice pénale des mineurs. Et je pense que c'est accru aussi du fait qu'aujourd'hui, qui peut répondre à la question « Qu'est-ce que c'est que le juste dans la société ?» Or, c'était ça qu'on cherchait aussi à travers la philosophie de l'ordonnance, le juste, que les enfants puissent être éduqués pour faire, pour concevoir, pour faire le juste et pour le ressentir aussi. Qu'est-ce que le juste dans la société? Une société tellement frappée d'influences multiples, et puis, il faut bien le dire, de relativisme moral, de relativisme culturel. Qu'est-ce que le juste dans la société? Et donc, je dirais que cette difficulté de dire et de prendre en compte l'environnement du mineur pour, lorsqu'il est entre les mains de la justice du même nom, me fait penser qu'en fait, il faut élargir le propos et il faut élargir la réponse. Et que, en ce qui concerne la situation de la France aujourd'hui, je l'ai dit à deux points de vue déjà depuis longtemps. D'une part, je pense qu'elle est marquée de situations de relégation et de ségrégation, et les enfants et les adolescents sont plus particulièrement que d'autres peut-être encore frappés par ces inégalités de traitement, ces inégalités de chance, mais d'abord ces inégalités de vie et ces injustices. Et j'ai dit dès le début que la mission du défenseur, c'est-à-dire rendre effectifs des droits reconnus en principe, c'est naturellement une des contributions à essayer de mettre fin à ces situations et à ces sentiments d'injustice. Et je pense que, naturellement, ce n'est pas seulement la mission du défenseur des droits, c'est la mission, de manière générale,
du service public et de l'action publique, et en particulier d'aller rechercher ce que j'appelle les non-publics de l'action publique. Et je pense que les jeunes sont une grande partie du non-public de l'action publique, et que s'ils étaient davantage dans le sentiment qu'ils appartiennent ou qu'ils ont la chance d'appartenir aux bienfaits que la République peut apporter à tous, peut-être que certains d'entre eux auraient moins de facilité à adopter des comportements qui les mènent malheureusement entre les mains de la justice. Et puis, le deuxième élément que je veux dire dans cet environnement, c'est naturellement la multiplication des comportements, des propos, des dires, des écrits, de rejet, d'exclusion, de haine de l'autre, et qui, là aussi, et notamment à travers les réseaux sociaux, frappe, concerne plus particulièrement les enfants et les adolescents. Et j'ai pris une initiative qui est de mobiliser pour la défense de l'égalité contre le racisme. Pas contre le racisme au sens étroit qu'on a employé depuis toujours, pas celui des grandes ligues de la loi de 1972, non, contre tous ces comportements de rejet et de haine qui s'attaquent aux homosexuels, qui s'attaquent aux musulmans, qui s'attaquent aux juifs, qui s'attaquent aux inférieurs, aux différents, aux handicapés, à ceux qui sont plus âgés, à ceux qui sont étrangers, à ceux qui sont simplement autres, et qu'étant autres, on considère comme différents et qu'on ne veut pas reconnaître comme égaux bien que différents, ce qui est le principe même des droits de l'homme, des droits fondamentaux, de toutes les conventions internationales, de notre grande déclaration de 1789 et de la jurisprudence de Nuremberg. La dignité égale de toute personne humaine. Et je pense que pour les enfants et les adolescents, c'est un sujet et un enjeu encore peut-être plus aigu. Et c'est pour ça que cette mobilisation me paraît les concerner très largement. Nous avons déjà une quarantaine de partenaires et nous allons poursuivre. Si bien, c'est ma conclusion, que la réforme de l'ordonnance de 1945, que je souhaite, je sais qu'aujourd'hui, on s'interroge publiquement sur ce qu'elle deviendra dans le calendrier gouvernemental et parlementaire. En tout cas, le défenseur des droits, lui, pour ce qui est de son opinion, il souhaite qu'elle vienne et qu'elle vienne le plus vite possible, et notamment parce qu'elle comporte un certain nombre de dispositions dont l'urgence me paraît tout à fait établie. Mais que cette réforme est une contribution, je pense, à une politique globale que le défenseur des droits s'efforce de promouvoir et de faire respecter. Et j'en dirai simplement pour terminer quelques têtes de chapitre. La protection sociale de l'enfance, c'est-à-dire qu'il faut naturellement se préoccuper de l'enfant victime comme de l'enfant auteur, et la proposition de loi qui est actuellement en discussion au Sénat cherche à y répondre. Je crois que Laurence Rossignol était ici en début d'après-midi et elle en a certainement parlé, puisqu'elle a mis cette action dans son programme et dans le programme du gouvernement. Mais aussi, je voudrais le dire, la situation des enfants handicapés, et qui est une situation qui, à la fois, s'est améliorée considérablement parce qu'on a largement abandonné la culture de la réponse spécialisée, de l'enseignement spécialisé, des établissements spécialisés, et aujourd'hui, les handicapés, les petits, sont dans notre pays, pour 250 000 d'entre eux déjà, scolarisés dans l'enseignement normal. Mais ils rencontrent, à plus forte raison, beaucoup plus de difficultés. Et je crois que c'est une politique qu'il faut prendre tout à fait en compte et que nous devons, pour laquelle nous devons vraiment nous battre, quelles que soient les contraintes et quels que soient en particulier les coûts budgétaires. La pauvreté est une autre des actions, naturellement, qui est essentielle. Et quand on parle de l'environnement des enfants et des adolescents, c'est de ça, naturellement, qu'on parle. C'est difficile quand on a 17 ans, qu'on a assez bien réussi
parce qu'on est intelligent, parce qu'on en veut, et qu'on fait ses devoirs avec 4 autres enfants, et puis la maman, sur une seule table, couverte de toile cirée, le soir, et qu'on essaye de préparer son épreuve de français, il y a incontestablement là une situation où l'injustice le dispute pour nous, pour notre société, à une forme de démission. C'est pour ça que quand on parle des discriminations dans le logement, on ne parle pas de mettre en œuvre des dispositions légales qui relèvent de telle ou telle loi. On parle de ce que ces enfants et ces adolescents pourront devenir dans la vie s'ils arrivent non pas à surmonter les difficultés que je viens de dire. Et puis, j'en ai dit un mot tout à l'heure à propos des réseaux sociaux, l'Internet et la nécessaire régulation du numérique. Elle est nécessaire de manière générale, elle est encore plus pour les enfants et les adolescents. Et puis aussi, la politique des migrations. Les enfants migrants, les adolescents migrants sont une préoccupation majeure du défenseur des droits. Demain, il y a au CASNAV à Paris une journée sur les mineurs isolés étrangers à Paris. Et on sait très bien la situation qui prévaut dans beaucoup de départements. Le Conseil d'État vient d'annuler la circulaire de Madame Taubira sur la, entre guillemets, dispersion des mineurs isolés étrangers dans différents départements. Nous avons là, et le défenseur des droits y tient absolument, parce que les droits fondamentaux et les droits de l'homme ne connaissent pas la barrière de la nationalité, la barrière de la citoyenneté, la barrière des papiers. Papier ou pas papier, les 7,5 milliards d'hommes et de femmes qui sont sur la Terre ont la même dignité et les mêmes droits, et en particulier ceux qui sont les plus vulnérables et en particulier les plus petits. Et enfin, bien entendu, vous l'avez dit ce matin largement, mais je ne veux pas l'oublier, c'est le travail sur l'éducation. J'essaye, moi, le défenseur des droits, de travailler avec Najat Vallaud-Belkacem, avec le ministère de l'Éducation aujourd'hui. Ce n'est pas depuis la tragédie des 7, 8 et 9 janvier que, naturellement, on a découvert ce qu'étaient les échecs de l'école, l'absence de réponse de l'école pour la promotion sociale, pour l'intégration. Mais ces événements tragiques ont jeté une lumière crue et, en quelque sorte, peuvent servir de levier à une action prioritaire de l'Éducation nationale sur ce sujet. Voilà ce que je voulais simplement dire. Pour moi, le défenseur des droits, ce projet fait partie d'une politique globale qui est susceptible de répondre à ce que le monde attend de nous et à ce que, tout simplement, chacun des enfants et des adolescents de France attendent de nous. Dans notre action quotidienne, le défenseur des droits, avec les milliers et les milliers de réclamations que nous traitons, et nous essayons de rétablir le droit qui a été nié, mais aussi par nos recommandations générales, nos recommandations de réforme, nous nous efforçons de promouvoir cette stratégie nationale et cette politique globale. Je suis absolument persuadé que cette journée y aura contribué, et je veux donc simplement en remercier tous les organisateurs et tous les participants, dont je connais beaucoup d'entre vous. Merci. Merci à vous, Jacques Toubon. Merci.